est diplômée en administration des finances et du trésor à l'INAM. Elle est chef d'entreprise et elle est aussi écrivaine. Elle intervient surtout dans le domaine de la mode et de la communication. Elle est la promotrice des Oscars de l'amour du Bénin. Elle a écrit des livres, elle a publié des romans, dont notamment le roman À moitié coupable. Et on la connaît pour la promotion de ses produits cosmétiques qu'elle a lancés très récemment. Aujourd'hui, je reçois pour cet épisode de podcast Féminos Damienne Kouroubé. Damienne, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? très bien. Tu vas bien. Très bien. Alors, on va parler de ton parcours. Tu as eu un cursus normal, comme tout le monde, c'est ça? Oui, Quel oui. type de bac? Alors, j'ai eu le bac D, Mhm, mais un cursus normal, comme le fait d'habitude. J'ai pas fait de lycée. Et ensuite, après le bac, je suis allée à l'ENAM, mhm. où j'ai fait administration des finances et du trésor. Et après ton diplôme, tu n'as pas essayé de devenir fonctionnaire de l'État comme bon, souvent c'est les étudiants de l'ENAM quand ils sortent souvent c'est directement ça. Oui, l'ENAM nous forme pour devenir des agents de l'État. Mais Mhm, bon, après, on est très vite face à la désillusion parce mhm. qu'il n'y a pas un programme d'insertion directe, c'est qu'il faut Ok. passer par les concours et tout. Et moi-même, personnellement, j'ai eu quelques petites difficultés à l'école et tout. Mhm. Et après, je me suis dit, bon, c'était pas forcément la solution pour moi. Donc, il fallait très vite trouver une solution, Une autre trouver porte de sortie. une autre, oui, voilà. Et il fallait trouver quelque chose dans laquelle j'étais le mieux à l'aise, Mhm. à savoir écrire. Ouais. Et c'est dans ça que tu t'es lancé dans la rédaction web. Oui. Comment est-ce que cela s'est fait? Tu es directement passé à la rédaction web après le diplôme ou tu as d'abord fait quelques détours? Non, après le diplôme, j'ai traîné un peu à la maison comme tout jeune diplômé, à jouer du Scrabble ici et là. Mhm, Et ensuite, j'ai trouvé un poste d'assistant dans une entreprise de consulting. mhm, Et j'ai fait quasiment un an et demi là, hein, je crois, un an et demi. Là aussi, c'était pas facile parce que ma patronne était souffrante, le salaire ne tombait pas et tout. Mais mhm. quand même, j'étais restée là et j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu vent d'une opportunité de formation en rédaction web. Il faut savoir que c'est légèrement différent. Tu peux Mhm. savoir écrire sans pour autant écrire pour le web, c'est deux choses différentes. Donc, Ok. comme j'ai eu, c'était une formation quasiment gratuite parce qu'après ça, ils nous embauchaient. Mhm. J'ai participé à la formation. Après, ils nous ont embauchés. Le tarif n'était pas encore ça et tout. Mais bon, j'étais jeune. Je voulais un travail qui me permettait de vivre décemment. Mhm. Je savais, j'étais passionnée par l'écriture. Je me suis dit pourquoi pas. Et voilà. Je suis restée là quelques mois. Je ne saurais vraiment dire combien de temps ça a duré, mais je suis restée là quand même plusieurs mois et tout. Et après, ça a été le prolongement direct. Je me suis mise à mon propre compte, à savoir Ok. faire de la rédaction web, mais en démarchant des clients directement. Ok. Au fil du temps, c'est devenu une agence, c'est-à-dire que j'avais d'autres rédacteurs qui m'aidaient à gérer les contrats de mes clients. Ok, d'accord. Donc, explique-nous un peu en quoi consiste la rédaction web. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent rédacteur web, mais est-ce que ça dit qu'il faut juste avoir la passion de l'écriture ou qu'est-ce que ça demande vraiment? Alors, rédiger pour le web, ça demande déjà de la passion parce que Mhm. c'est un métier difficile. Ok. En fait, c'est un peu comme toute entreprise. Tu n'as pas d'heure fixe. Et quand tu as Ok. des clients qui sont dans des régions où il y a le décalage horaire, Mhm. c'est parfois un peu plus compliqué. Moi, au début, ça m'a vraiment posé des problèmes parce qu'il fallait rester en éveil à 2 heures du matin pour répondre à des clients qui sont en Australie, par exemple, Mhm. et tout. Et quand les clients t'écrivent comme ça, il ne faut pas trop durer avant de leur répondre, sinon c'est pas aussi trop cool. Mhm. Donc, quand tu fais de la rédaction, il faut forcément être passionné par l'écriture, comme je le disais. Ok. Mais ensuite, il faut apprendre les règles du métier. Comment écrire pour le web. Parce que la personne qui lit des articles sur le web n'a pas forcément un niveau de diplôme assez élevé. Donc, en fonction de la thématique que tu abordes, il faut que tu l'abordes en français facile. Il faut qu'à la fin de la lecture, la personne qui lit ton article soit satisfaite en fonction de la thématique que tu as abordée. En fait, il y a beaucoup de spécificités en fonction du thème que tu abordes, de ce que veut le client surtout et de son objectif en fait. Parce que il y a, je sais pas comment expliquer, il y a le fait d'écrire de façon générale Mhm. et il y a aussi le fait d'écrire pour un but donné. Par exemple, si on doit faire la rédaction SEO, la personne veut que son article soit bien positionné sur le moteur de recherche Google, Mhm. soit c'est
juste un article pour décrire ses activités. Il y a plusieurs sortes de choses en fait. Et je pense que le plus important en matière de rédaction web, c'est de faire en sorte que ton client soit satisfait. Ok. Donc, un rédacteur web, par exemple, n'a pas forcément besoin d'être spécialisé dans le thème dans lequel il veut écrire, c'est ça? Non, oui et non. Ok. Non, parce que tu peux faire des recherches, même si tu n'es pas spécialisé dans un thème donné, tu peux faire des recherches sur le net et tout. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Et tu peux synthétiser tes recherches pour écrire ton article. Oui, parce qu'il y a des domaines particuliers. Et si tu n'as pas un background, ça peut être un peu compliqué de produire un article vraiment qualitatif, un article qui apporte de la valeur ajoutée. Je m'explique. Quand tu as un client qui est dans le domaine médical, par exemple, qui te demande un article sur les dents ou les prothèses dentaires et tout, normalement, tu peux trouver des informations en ligne. Mais si tu as déjà eu à rédiger les articles comme ça sur les prothèses dentaires et tout, tu aurais beaucoup plus de la facilité à écrire, à produire un article de meilleure qualité. Ou si tu étais un médecin à la recherche d'une autre source de revenus, tu pourrais écrire un article meilleur. Oui. Un autre exemple que je prends, le domaine dans lequel je suis, c'est le domaine des jeux d'argent. Comme moi, je suis passionnée du sport, enfin du football en particulier, j'écris sur les paris sportifs, les casinos en ligne. Et c'est un domaine particulier parce qu'il y a des expressions à connaître, il y a de petites spécificités. Et depuis 5 ans ou 6 ans, je me suis particulièrement spécialisée dans ce domaine. Si bien qu'un nouveau venu ne peut pas rédiger un Un article article sur ça. sur ça et utiliser les thèmes adéquats. Ok. Donc, il faut quand même plus ou moins de la spécialisation Oui, dans la oui, rédaction web. il le faut à un certain niveau. Et comment est-ce que c'est rémunéré? C'est rémunéré au mot ou à quoi Oui, c'est exactement? rémunéré au mot. Quand on commande un article de 2000 mots, on est rémunéré en fonction du nombre de mots. Ok. Comment je vais dire ça? Cette rémunération dépend de l'ancienneté ou alors exactement de quoi en fait ça dépend? Parce que je ne Euh, pense pas que le mot ce soit un tarif unique pour tout le monde. non, c'est pas un tarif unique. Alors, c'est vrai que plus tu as des années d'expérience, mieux tu es rémunéré. C'est ce qu'on dit généralement. Mais quand tu as des clients qui connaissent déjà ton tarif, c'est plus facile à gérer. Ou si ton tarif augmente, tu peux leur dire que ton tarif a augmenté. Mais le risque, c'est que il y a assez de rédacteurs web aujourd'hui, même s'ils ne sont pas forcément aussi mieux que toi. L'essentiel, c'est qu'il y a des clients, dès qu'ils ont quand même un certain niveau, c'est bon. Donc, quand tu as des clients, tu leur dis que ton tarif a augmenté, ils sont prêts à payer, c'est bon. Ou que ton tarif est ceci, ils sont prêts à payer, c'est bon. Mais quand tu vas sur des plateformes, parce qu'il y a des plateformes où les gens postent leurs annonces de travail et vous postulez, les gens peuvent visiter ton profil et voir ton ancienneté. Et là, c'est un peu comme les enchères en fait. Donc, tu peux pas vraiment dire qu'on te paye selon ton ancienneté. Et si toi-même tu es dans une phase où tu n'as pas beaucoup de projets et tu trouves un tarif qui est légèrement en dessous de ce que tu as l'habitude de prendre, tu peux te dire, ouais, voilà, c'est pas grave, je prends ça comme ça. Donc, je dirais oui, c'est payé en fonction de l'ancienneté. Mais parfois, il y a aussi la situation du marché qui s'impose à toi et voilà, tu fais ce que tu peux. Et tu as dit que tu as une agence actuellement et tu as recruté des rédacteurs aussi qui travaillent avec toi. Comment cela se passe? Par exemple, s'il y a une jeune fille qui vient d'avoir peut-être son diplôme et qui ne sait pas quoi faire, qui a la passion de l'écriture. Parce que je vois souvent sur Internet, sur Facebook, tout le monde parle de la rédaction web. En fait, c'est devenu comme le métier par excellence, en fait. Mais est-ce que c'est si rémunérateur de un et comment, en fait, devenir un bon rédacteur web? Alors, je sais que ces derniers temps-ci, c'est un peu comme la rédaction web est perçue comme la route de secours. Quand on n'a pas de travail, on se dit on Oui. peut le faire. Mais par expérience, c'est un peu plus compliqué que ça. Et quand tu as un boulot classique, tu peux aller au boulot, rentrer chez toi à 17h, tu sais que tu as oublié le boulot, rentrer à 18h ou au plus tard 20h et tout. Et quand tu es dans la rédaction web, tu travailles la nuit ou bien dans la journée quand il y a du monde ou bien, parce que moi je suis quelqu'un qui travaille dans le calme et tout. Et ça ne me gêne pas de payer tard pour satisfaire un client ou me lever parfois à 10h. En fait, je n'ai pas un agenda fixe en fait. Du coup, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça, il peut pas vraiment se dire qui va entrer dans la rédaction web. Donc, en dehors de la passion, il y a un sens du sacrifice qui est là et qui peut être parfois un peu difficile à gérer. Moi, durant tout le temps, depuis que j'ai l'agence et tout,
J'ai eu à recruter beaucoup de rédacteurs qui viennent et qui partent et tout, et qui n'arrivent pas à gérer déjà le rythme. Ils n'arrivent pas à gérer le rythme. Il y a aussi les instructions qui n'arrivent pas à être respectées. Moi, je ne sais pas si c'est moi aussi, tout le monde a la même expérience. J'ai des clients qui ont parfois des exigences un peu compliquées. Et j'ai pas le temps de former les gens, en fait. C'est moi, je sais pas pour les autres. Donc, quand il y a la question de savoir si je trouve une jeune femme qui ne sait pas quoi faire, est-ce que je peux la recruter? À l'heure actuelle, je ne pense pas que je puisse le faire. Ce que je peux faire, en revanche, c'est lui donner un test par rapport à la commande que j'ai et lui faire des remarques une ou deux fois. Mais si elle peut pas suivre, je peux malheureusement pas aller loin. Déjà, je ne fais pas de formation en rédaction web parce que j'ai pas le temps et tout. Et parce que je pense quand même que c'est un peu plus compliqué que ce que les gens essaient de dire et en apparence et tout et tout. Et quand je vois des formations de rédaction web à 5 000, à 10 000, je ne sais pas ce qu'ils apprennent aux gens, je n'ai jamais essayé de participer et tout. Mais je ne sais pas, parfois je me dis, je ne veux même pas savoir. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ce que les gens disent. Donc, en fait, c'est plus profond que ce qu'on pense, Oui, que ce qu'on pense. que l'apparence qu'on a de Oui, la rédaction web. oui, de la chose. Oui, oui. En tout cas, quand tu as des clients exigeants, Ok. comme les miens, et quand tu évolues comme je l'ai dit, depuis quelques années, la plupart de mes clients sont dans les domaines des casinos en ligne, des paris sportifs et tout. Oui. C'est un peu plus compliqué que la rédaction standard. Mais là, tu travailles avec des clients dans le monde entier. Oui, c'est ce qui est bien en rédaction web. Tu travailles avec les clients dont la plupart sont en Europe. Comment tu es payé? Donc, tu es payé en ligne? Oui, on est payé en ligne. Ah, donc ça veut dire que tu es payé en devise. En dollars. Non, normalement, ça veut dire que tu es riche. Quel riche, c'est alien, n'est-ce pas? Donc, normalement, tu es payé en devise. Parce que la mentalité africaine fait que quand on se dit qu'on est payé en dollars ou en euros, c'est-à-dire que quand on convertit, c'est énorme. Ou bien ce n'est pas le cas. Bon, quand tu payes en dollars, est-ce que c'est énorme et tout? De toute façon, les devises, c'est ce que sont les devises et les devises. Donc, quand tu prends un dollar et tout. Par contre, l'euro est un peu plus stable que le dollar. Le Oui. dollar, parfois, au début, avant, c'était autour de 450, moins de 500. Mais là, maintenant, c'est à 600, 610 et tout. Quand le dollar est élevé comme ça, ça nous arrange un peu. Et tout. Donc, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Et en dehors de ton agence de rédaction web, mais tu emploies combien de personnes à peu près dans l'agence? Les rédacteurs fonctionnent en mode En freelance. freelance, ok. Parce que c'est pas des contrats, c'est des contrats de prestation de service. À la fin du mois, ils envoient les factures par rapport à ce qu'ils ont fait et tout. Ok. Et c'est en fonction de ça qu'ils sont rémunérés. À part ça, j'ai une assistante qui gère les commandes et tout. Et j'ai aussi d'autres employés qui font autre chose, pas forcément lié à la rédaction web. Il y a des gens qui font les points des finances et tout. Et voilà. Donc, c'est une agence carrément qui est enregistrée. Oui. Wow. Wow, c'est bien. Et en dehors de la rédaction web, tu fais autre chose parce que je sais que tu t'es spécialisé aussi dans la mode. Oui, j'ai un média de mode. Je sais pas comme c'est pas une marque de mode, c'est un média de mode qui fait la promotion de la mode africaine, des stylistes et tout. Donc, c'est pas vraiment un truc à but lucratif à la base. Parce que comme je savais que pour le web, je voulais apporter quand même une certaine contribution et tout. Et c'est après le média de mode que j'ai commencé à lancer les Oscars de la mode aussi pour premier les acteurs de la mode qui se sont démarqués durant l'année et tout. Et il y a eu combien d'éditions des Oscars de la Il y a mode? eu 5 éditions avant qu'on arrête. On a arrêté. Oui, une édition chaque année. On a arrêté il y a, je crois, 4 ans. Avec la crise du Covid. C'était avant la crise de Covid. Je pense que c'était un peu avant. Hein. Oui, c'était une édition avant. Et est-ce que les Oscars de la mode doivent... Il y a un programme pour reprendre ça ou c'est carrément abandonné? Non, c'est pas abandonné. Je prévois reprendre ça. Mais quand, je ne sais pas encore. Chaque année, je me dis, je vais le faire cette année. Et puis après. Mais qu'est-ce qui bloque? Il y a d'autres côtés. Et vous savez, organiser un tel événement, c'est les moyens financiers. Donc, malheureusement, nous sommes dans un pays un peu compliqué. Les 5 éditions qu'on a organisées, c'était vraiment sur fonds propres et ça m'a vraiment pompé. Et les événements comme ça, non seulement ça te pompe financièrement, psychologiquement aussi, ça te pompe parce que c'est pas facile de dresser la liste des nominés, trouver des jurys, faire ceci, cela, organiser la soirée même et tout. Et nous sommes dans un pays où les autorités ne soutiennent pas. Donc voilà, quand tu fais ce que tu peux après, bon, Ça décourage. ça décourage un peu.
Bon, après moi, je me suis dit que j'avais d'autres priorités. Mhm. Et comme le paysage de la mode, depuis quelques temps, c'est un peu en décrescendo, comme on dit. Donc, je sais pas. Je regarde. Mais je pense que les événements, l'organisation va reprendre Voilà, bientôt. Peut-être l'année prochaine, qui sait. parce que quand même, je trouve qu'il y a quand même assez de créateurs au Bénin, ou alors est-ce que c'est seulement en apparence? Il y Vous a. savez, les escales de la mode dépendent aussi d'autres événements. Ok. Parce qu'il faut qu'on aille sur les autres événements pour voir les. Parce qu'il ne suffit pas juste de se dire qu'on a une marque de mode. La mode de la haute couture, ça suit un code. Parce que si on prend un créateur de mode et un couturier du quartier, il y a la différence entre un couturier simple du quartier et celui qui se dit créateur de mode, c'est que il y a une créativité derrière. Créativité qui s'exprime à travers les mannequins qui interviennent, les défilés auxquels ils participent, les personnes qui l'habillent. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui dépassent le simple fait d'habiller une personne ou bien une personne te présente son modèle, tiens, je veux coudre ceci et puis tu le coudres. C'est différent de, j'imagine, une collection selon thème, je mets en valeur telle matière, je fais appel à tel designer, je participe à tel événement. En fait, c'est tout un processus. Et vous allez remarquer aussi que ces dernières années, les événements de mode qu'il y a au Bénin, il y a un ralentissement, il y a des événements de renom qui ont stoppé aussi Mhm. pendant un ou deux événements. Il y a d'autres événements aussi de jeunes qui sont essoufflés parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce que c'est vraiment un peu compliqué. Et quand moi je vois tous ces événements en baisse et que je décide d'organiser des escales de mode, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je participe aux événements de mode ou que j'envoie une délégation sur l'événement pour Mhm. voir les mannequins qui défilent, pour voir les créateurs qui sont là, pour voir comment ça se passe, pour savoir qui est-ce qu'on doit nominer pour telle chose ou pas. Donc, quand toute l'industrie est un peu paralysée parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont les moyens ou une ou deux personnes qui sont bien placées, qui ne veulent pas aider les autres à faire grandir Évoluer. l'industrie, bah, on est tous paralysés. Malheureusement, c'est la réalité. On est dedans. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers la mode? Ah, la mode, bon, je pense que tout le monde est concerné par la mode d'une certaine façon parce qu'on s'habille et tout. Et ma maman était couturière. Ok. Donc, je pense que depuis toujours, j'ai toujours été passionnée par la mode. Et ne serait-ce que par le fait de voir les différentes stars s'habiller ou Mhm. choses là. Mais toi-même, Donc, tu c'est n'as ça. jamais pensé à être un véritable acteur de la mode? Le design ne t'a jamais Je intéressé? suis actrice de la mode. Le fait d'avoir un média, c'est déjà être un acteur de la Mhm. mode. Comme je le dis, la mode, c'est une grande industrie et chacun intervient différemment. Il y a les mannequins, il y a les médias, il y a les designers même. C'est déjà l'événement même, c'est un peu pour faire comprendre cela. Parce que quand on dit la mode, les gens pensent uniquement aux créateurs. Mhm. Les gens pensent uniquement aux créateurs. Or, la mode, c'est pas seulement les créateurs. Il y a les mannequins, il y a les médias et tout. Quand tu vois la mode, quand tu vois la mode en France, par exemple, et tout, c'est que tu te rends compte que c'est toute une industrie. Et toute cette industrie-là doit être valorisée. Mhm. Donc, quand moi j'organise les Oscars de la mode et que je mets 10 catégories de nominations, à savoir les mannequins confirmés, les jeunes mannequins, les jeunes designers, les médias de mode et tout, c'est pas parce qu'on a envie juste de remplir des cases. C'est parce que ces cases-là existent. Il faut que les gens se rendent compte que quand on parle de l'industrie de la mode, il y a tout. Même les stylistes. Et je vous dis que les stylistes, genre les stylistes qui habillent les gens sont différents des créateurs qui créent les designers. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui crée les designers. Il y a le styliste qui connaît son client, qui connaît sa morphologie, ses couleurs, Mhm. et qui dit au créateur de le coup tel vêtement. La mode est vaste, quoi. Et au Bénin, les gens ne comprennent pas forcément qu'il y a beaucoup d'acteurs et tout. Ok, donc le créateur est différent du styliste. Oui, le Le personal styliste, c'est stylist, celui qui c'est le dessine styliste. l'habit, c'est ça? Non, le créateur, c'est celui qui crée l'habit, crée la tenue pour la tenue. Le styliste personnel, je parle du styliste personnel, pas Ok, le styliste ok, dans le celui sens où qui le choisit créateur. les habits pour la Oui, personne. oui. Par exemple, au Bénin, on a Madame Racine qui est un personal stylist. Mhm. Le personal stylist, c'est que imaginez que moi, je suis une célébrité, je veux participer à un événement. J'appelle ma personal stylist, je lui dis, dimanche prochain, j'ai un événement, essaie de me trouver quelque chose. Ok. Bah, maintenant, c'est à elle d'aller voir dans son registre les designers qui peuvent m'habiller pour Mhm. l'événement, selon ma morphologie, selon l'importance de l'événement, selon l'image que je veux renvoyer le jour de l'événement. Ok. Donc, ce type de personnes, par exemple, on ne les valorise pas assez au Bénin parce qu'on pense qu'ils ne sont pas importants et tout. Mais est-ce C'est un qu'on peu a même comme assez de célébrités au on coupe Bénin les. d'abord? Pardon? Est-ce qu'on a assez de célébrités au Bénin? Justement, non, c'est pas seulement les célébrités, même si
toi, tu as les moyens d'appeler une personne styliste, tu peux l'appeler. Je Parce pense que que tu le n'as pas mot envie. important là, c'est moyen. Parce que les personnes, ça a un prix. Oui, C'est ça a un ça. prix. Voilà. Ça a un prix. Ça a un prix, effectivement, et voilà. Et moi, j'ai plus l'impression que les Béninois, est-ce qu'ils sont si portés vers la mode que ça? Je pense qu'on s'habille. Ah, C'est pas comme par exemple les Nigérians où quand il y a un événement, en fait, ils sont prêts à oui, dépenser des oui, centaines de oui, mille juste oui, dans la vie. oui. Mais la mode, c'est, on dit pourquoi on gagne de l'argent, pourquoi quand tu gagnes de l'argent, il faut c'est pas, dépenser un peu sur toi. C'est un peu le jeu auquel on a voulu se prêter avec les Oscars de la mode, puisque à chaque édition, il y avait un thème et tout, et les gens s'habillaient sur le thème, et les gens se sont vraiment Et, prêtés au jeu. On a eu de beaux looks pour les Oscars. wow. C'est pourquoi l'événement aussi me manque un peu. Donc, dès qu'on peut, on reprend et tout. Comme c'est une fois dans l'année, les gens préparent le look et tout. Et c'est vrai que les Béninois ne sont pas forcément portés envers la mode, mais le Nigeria à côté, pourquoi ne pas s'inspirer de bonnes choses pour le faire? Donc, voilà. D'accord. On va un peu parler de ta vie familiale. Sorry. Tu es née dans une famille de combien? On est combien? Il faut que j'essaie de me rappeler. Du côté de mon papa, on est 5. Mhm. Du côté de ma maman, on est 3 de même père, de même mère, parce que mes parents ont divorcé. Ok. Et mon papa a eu des enfants ailleurs. Ma maman aussi a eu des enfants ailleurs. Donc, voilà. Mais du côté de mon papa et de ma maman, ensemble, on est 3. Vous êtes trois. Ok. Je suis l'aînée. Et être aîné, c'est pas facile. Oh, c'est une charge mentale qui ne dit pas son nom. Mais bon, Enfin, on est déjà né. on va en parler un peu. La phrase qui tue, c'est on est déjà né. Oui, on est déjà né. Parce qu'en fait, on sait que les aînés, comme tu l'as dit, c'est une charge mentale. Ouais. Encore quand tu es né d'une famille divorcée, où chacun s'est remarié de son côté, comment est-ce que ça se passe? Déjà, comment est-ce que, en tant qu'aîné, on vit le divorce des parents? Est-ce que Ah, tu étais encore jeune? oh, j'étais encore jeune, j'avais 9 ans, je crois. Hein. Wow. J'avais 9 ans quand mes parents ont divorcé. Et maman est partie avec ma petite sœur. Elle était encore bébé. Mhm. Et tout. Et moi, mon frère, on est parti vivre avec les tantes et tout. Et ce qui se passe quand les parents divorcent un peu, c'est que tu es un peu éparpillé. Tu Ouais. sors du cocon familial de ce à quoi tu étais habitué. Moi, j'ai vécu chez des tantes et ce qui s'est bien passé, je vais dire. Heureusement d'ailleurs. Et après, je suis allée vivre aussi ailleurs et tout. Mais après, je suis revenue chez mes tantes. En fait, c'est un peu le fait de vivre un peu partout. C'est ça le problème. Parce que les hommes, quand ils sont divorcés, ils ne gardent pas. Il y en a qui gardent leurs enfants, il y en a qui n'arrivent pas à les garder et tout. Donc, au début, avec le travail pour mon papa, c'était pas parce que mon papa est un électricien bâtiment. Et quand tu vas rester sur des chantiers pendant une semaine et tout, tu peux pas garder les enfants à la maison en étant resté sur les chantiers. Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'on est allé rester chez nos tantes un peu avant de revenir vers lui. Parce on est revenu avec lui et tout. On a vécu avec notre papa et voilà. Une tante maternelle ou paternelle? Paternel, paternel. Donc, en fait, vous êtes restés à deux et vous étiez séparés de votre sœur Oui, qui nous a et, rejoint après. et vous viviez Elle a avec grandi. des cousines, des cousins. Ouais, Et comment est-ce ouais. que ça se passait? Ah, si je ne veux pas rentrer dans les détails, mais globalement, tout s'est bien passé. Mais Tout s'est c'était bien pas passé. facile. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien Mais passé, c'était je pas rends grâce à facile. Dieu. Mais en fait, Tout s'est bien passé. j'imagine en fait la petite fille de 9 ans qui vivait avec ses parents et qui se retrouve de deux coups avec ses cousins et qui a perdu déjà le repère parce que les petites filles aussi s'identifient beaucoup à leur mère et qui se retrouve sans sa maman, sans ses camarades de l'école avec qui elle était déjà habituée, son environnement totalement déboussolé et juste avec son frère. Parce que moi, par exemple, j'ai vécu une séparation comme ça à la mort de mon père où j'ai vécu 1 an avec mon oncle et ma petite sœur et mon oncle. Mon oncle nous avait pris sous son aile et je me rappelle que ça a été l'une des années les plus difficiles pour moi. Donc, et j'avais, je pense, dans les 12 ans, un truc comme ça. Mais j'imagine alors à 9 ans comment c'était. Ce qui est bien, c'est que quand tu es trop jeune, tu n'as pas encore de la volonté. Enfin, je pense que ta volonté n'est pas encore affirmée. Du coup, tu ne sens pas vraiment le poids des circonstances. Tu te laisses juste aller avec les événements de la vie.
Donc, moi, c'était vraiment ce qui s'est passé. À 9 ans, tu n'as pas encore l'âge pour savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Déjà, j'ai très peu de souvenirs de ma vie avant 9 ans. Très, 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 très peu, parce que j'étais encore très, très jeune et tout. Donc, quelques souvenirs de ma mère. Et j'ai passé beaucoup de temps sans ma mère. Beaucoup de temps sans ma mère. Aujourd'hui, quand les gens disent la personne la plus importante de leur vie, c'est leur mère, je trouve ça un peu bizarre parce que ce n'est pas du tout mon expérience. Pas que j'ai quelque chose contre ma mère. On se voit aujourd'hui en passant et tout. Mais j'ai pas vraiment vécu cet attachement et tout quoi. Donc, comme je le disais, quand tu es très jeune, quand les choses t'arrivent, tu n'arrives pas à te dire j'ai été chamboulé ou pas et tout. Tu te laisses juste porter Ok. par les événements et tout. Donc, je sais pas vraiment comment dire, comment analyser la situation en fait. Mais est-ce que dans tout ça, tu n'as pas eu l'impression aussi d'avoir été abandonné par ta mère? Parce que, est-ce que quand les parents se séparent, bon, la plupart du temps, les enfants restent avec la maman. Mais dans votre cas, c'est juste la toute petite qui est partie, encore parce qu'elle était bébé. Donc, est-ce que tu n'as pas eu ce sentiment d'abandon et les relations avec ta maman, est-ce que après ça a pu se construire? Oui, j'ai eu le sentiment d'être abandonnée. J'avais même l'impression que j'avais plus de mère, que ma mère était. C'était comme si ma mère était morte. Parce que, comme je le disais, j'ai vécu. Si je dois faire le décompte, je sais pas, 20 ans sans voir ma mère. Waouh. Et quand même, hein, 20 ans ou peut-être un peu moins, jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Je suis entrée à l'université. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc, c'était comme si. Elle n'a pas cherché à vous voir? Non, non. Waouh. Après, je ne sais pas, peut-être que c'est à cause de sa famille, sa nouvelle famille, si c'est à cause de mon papa, mais mon papa m'a dit qu'il n'a pas empêché de venir et tout. Donc, je ne sais pas vraiment, je sais pas le problème. Et moi, en grandissant, j'ai même pas voulu savoir autre mesure. Parce que voilà, je n'aime pas trop ressasser le passé et tout. Mhm. Mais, pour répondre à ta question, j'ai eu l'impression d'être abandonnée et comme je l'ai dit, c'est comme si j'avais pas de mère et tout. Je me suis habituée. Aujourd'hui, je vois ma mère, mais bon, c'est pas comme si j'en avais vraiment une. Par exemple, comme les femmes aiment partager les choses avec l'homme et tout, moi Oui, je partage rien avec personne et tout. Donc, voilà. mais ça va être difficile comme ça. Oh non, c'est pas, c'est l'habitude. Moi, je vis avec, je suis habituée, donc ça ne me gêne pas, on peut dire. Parce que je me dis que les enfants ont besoin d'une figure paternelle et maternelle. Et on s'identifie autant à son père qu'à sa mère. Donc, quand on se retrouve, quand je t'écoute, en fait, je comprends ce que tu dis parce que elle n'était pas là. Et dans ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu un sentiment aussi de, tu ne lui en veux pas un peu pour cela? Oh non, non, il fut un temps où je lui en voulais, surtout quand je traversais des passes difficiles Difficile. et tout. Mais en grandissant, euh, en tant que femme, je me dis forcément elle a peut-être fait un choix conséquent et que je sais pas comment dire, je préférais, parce que moi en tant que femme, je vais pas forcément rester quelque part où je suis pas heureuse et tout, Ouais. mais à laisser mes enfants et ne pas venir les voir, je ne suis pas capable, je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça et tout. Mais elle avait certainement ses raisons. Je n'ai pas vraiment demandé et tout, parce que comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas et tout. Mais aujourd'hui, j'en veux pas à ma mère. C'est la question de savoir si j'en veux à ma mère. Non, pas du tout. J'en veux pas à ma mère, j'en veux pas à mon père, j'en veux à personne en fait. C'est la vie, c'est tout. J'ai appris au fil du temps, parce que quand les choses comme ça t'arrivent, tu fais confiance à Dieu. J'ai appris à ne être focus sur Dieu et à ne pas être déçu des gens, parce que je m'attends à ce que les gens fassent ce qui les arrange après tout. Exactement. C'est-à-dire que tu es déçu au point, en fait, de te dire, je ne fais plus. En fait, c'est pas que tu ne fais pas confiance, mais tu te dis, bon, ce qui est sûr, on me décevra. Donc, il vaut mieux que je m'attache à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Bon, je ne dis pas que je suis en disant qu'on est sûr qu'on doit nous voir, c'est comme si j'avais une mauvaise opinion des gens. Mhm. J'ai pas une mauvaise opinion des gens, juste que je prends la vie comme elle arrive et je ne fais confiance qu'à Dieu et tout. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je prends comme ça, mais c'est tout. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Et c'est pas comme si j'ai une mauvaise opinion des gens. Mais excuse-moi, tu évites de t'attacher. On peut le dire. Tu évites de Oui, je vis t'attacher. vraiment de relation. Ça se voit. Ça se voit. Quand je t'écoute, je vois quelqu'un qui a été obligé de mettre une barrière entre les gens et elle pour ne pas souffrir. Mais j'aime les gens.
Oui, ça se voit que tu aimes les gens, mais en fait, tu les aimes de loin. Tu ne leur permets pas de briser ta carapace. Même quand on discute maintenant, toi et moi, tu as ta carapace qui se fondit et tu recolmates vite les brèches. Tu te dis non, ça ne doit pas se fondir, ça ne doit pas se fondir. Ça, c'est ce que tu as vécu qui a créé ça. Peut-être bien. Oui. Peut-être bien. Et comment ça se passe avec tes sœurs, ton frère? Je pense que tu as un frère et une sœur. Ouais. Comment ça se passe avec eux? Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ça va, on s'entend bien. En tant que grande sœur, tu es obligée d'être un peu le leader, hein, ou la boussole. Ah, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais, On fait ce qu'on peut. Chaque enfant a sa personnalité, a ses centres d'intérêt. On fait ce qu'on peut. Avant, moi, je me disais, je ne sais pas si c'est en raison de mes expériences, mais parfois tu dis à ton frère, fais ceci, fais cela, fais ceci, ou bien à ta soeur, fais ceci, fais cela. Et quand ils ne le font pas, tu as tendance à t'énerver, à te dire que c'est pas bien parce que d'une certaine manière, leur image est rattachée à la tienne. Et quand on regarde tes frères, on te dit que voilà, ils viennent de quelque part et tout. Mais moi, avec le temps, j'ai appris à me détacher de ça aussi. Je ne sais pas si c'est mauvais ou pas, mais j'ai appris à me détacher aussi et à laisser chacun de faire ce qu'il veut. oui. Je, Donc, aujourd'hui, je reçois une femme qui se détache, en fait, de tout. non, Elle se non, détache pour ne pas souffrir. je me dis pas, c'est pas comme que je me détachais entièrement ou que je me désengageais de mes rôles, mais je laisse beaucoup plus de liberté. Parce que j'ai remarqué en fait, parce que quand je suis derrière quelqu'un, je dis fais ceci, et ça ne se fait pas, ça a tendance à me perturber, à agir sur moi. Et je me rends compte que dès que je m'en détache, dès que je m'en désengage, et quand je me désengage de quelque chose, j'ai l'air de le faire très bien en fait. C'est que le désengagement est total, radical. Et à partir de ce moment, c'est que j'ai une certaine paix, j'ai de la tranquillité et j'ai de l'énergie que je mets dans autre chose. Et puis, mais c'est pas que l'amour disparaît ou qu'il y a un problème et tout. Ça va, tout va bien. Mais il faut laisser à chacun la liberté de faire ce qu'il veut. Et comme on le dit aussi, les expériences, ça éduque mieux que les conseils. Oui, c'est vrai que l'expérience est différente que les conseils. Tu as parlé de Dieu, de ta foi en Dieu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Parce que j'ai vu que tu as un média aussi, Ah un oui. blog en ligne sur lequel tu parles de lifestyle et puis de la foi en Dieu. Comment ça se Oui, passe? oui, oui. J'ai un blog, minutessentiel.com. Je l'avais lancé en 2021, je crois. Je voulais partager mes idées, mes inspirations sur la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? C'est que Dieu est le fondamental de ma vie. Quand tu as vécu la vie que j'ai vécue, tu te rends compte que quand je jette un regard en arrière, je me dis que si j'en suis arrivée là, ce n'est que grâce à Dieu. C'est vraiment grâce à Dieu si j'en suis arrivée là. Et je le remercie chaque jour pour ça. Donc, si j'en parle, c'est pas comme si j'avais des choses forcément que je programme pour dessiner, que l'expression naturelle de ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je dis à travers ce blog et sur mes sites. J'ai aussi un petit livret d'inspiration chrétienne et tout, qui est l'hôte essentiel et tout. Donc, voilà. Ce que tu fais chaque année? Non, je l'ai sorti juste une fois et tout. Ok. Mais j'ai un autre livre chrétien qui doit sortir bientôt. Donc, j'aime écrire surtout. Généralement, les gens pensent que quand tu écris sur un certain sujet, tu peux pas aller à d'autres sujets. Or, l'être humain est assez vaste, disons. Moi, j'écris sur tout ce qui m'intéresse. Je peux écrire un livre d'amour à inspiration érotique et écrire un livre chrétien. Moi, ça me gêne pas. Ok. Et tu dis en fait que quand tu vois la vie que j'ai vécue, parle un peu de la vie que tu as vécue. Parce que tu n'oses pas, tu n'en parles pas en fait. Tu n'en parles pas beaucoup. Donc, parle un peu de la vie que tu as vécue et comment est-ce que cela t'a ramené à Dieu. Non, déjà, c'est vrai que je disais que quand tu as vécu la vie, mais depuis toute petite, je suis née chrétienne et tout, et j'ai déjà grandi dans la culture chrétienne. Donc, depuis toute petite, je traînais tout souvent avec ma Bible. À chaque fois que je mangeais, il faut que la Bible, on avait des Nouveaux Testaments petits là, Les tout à petits qui couleur distribuaient bleue là, voilà. J'avais ça en main et je mangeais. À chaque fois que je mangeais, je dois forcément lire la Bible. Je lisais la Bible. J'allais à l'église tous les dimanches et tout. Donc, j'ai vraiment grandi dans la foi chrétienne. Après, ma particularité, c'est que
Je suis née dans la religion chrétienne céleste. Ok. Mais quand ma maman est partie, ma maman n'est pas chrétienne céleste. C'est mon papa qui est chrétienne céleste, ma maman est chérubin séraphine. Les deux religions sont un peu similaires, mais c'est pas vraiment la même chose. Après, quand ils se sont séparés, je suis allée à Porto-Novo. Mais quand on allait à l'église protestante qui est à Vers le marché là. Wazumeo, Oui, c'est zoomé. ouais, Wazumeo, Wazumé, oui. quelque part là. L'église protestante. Vers le marché. Voilà, faire le Oui, marché. vers le marché Après de le marché, oui. voilà, c'est là. Et là, j'ai fait l'école du dimanche, l'école des enfants et tout, on participait à des concours. Après, quand j'ai quitté là, je suis allée rester quelque part. Et là, c'était l'église catholique. Donc, je dirais que j'ai fait un peu le tour de toutes les religions catholiques. Aujourd'hui, je ne vais pas à l'église tous les dimanches et tout. Je regarde des cultes évangéliques en ligne et tout. Mais je suis chrétienne céleste, bien sûr. Donc, je n'ai pas vraiment une religion. Je dirais que je suis chrétienne. Donc, toute cette expérience m'a permis de comprendre l'essentiel en fait, qui est la foi en Christ, qui est d'avoir une vie vraiment digne de cette foi. Parce que en ce qui me concerne, il ne suffit pas juste de dire qu'on est chrétien. Il faut vraiment exprimer sa foi tous les jours. Il faut essayer de grandir dans la foi. Là où tu es, quand tu es chrétien, quand tu apprends un certain temps, il faut vraiment que tu grandisses dans la foi. Quand tu vois, on sent que tu grandis dans la foi. Il faut que tu développes des attitudes quand même qui montrent ta foi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se contentent d'avoir l'église, mais qui ne cultivent pas une certaine unité, l'amour. Il y a tellement d'actes qui doivent être inspirés du Saint-Esprit à développer au quotidien. Donc, tout ça là, c'est un travail déjà à faire sur soi au quotidien, en demandant bien sûr la grâce à Dieu. C'est pas comme s'il y avait une voie où tu te lèves tous les jours, tu dois suffire. Il faut prier pour que Dieu t'accompagne, pour que son esprit t'accompagne au quotidien, pour que tu te développes. Et dans ça aussi, tu es romancière. Oui, j'écris. J'ai même ce livre. Je me rappelle de. Il y a ce livre, Toi, quand je veux. Oui, toi, quand je veux. Et qui est écrit par toi. En tout cas, la couverture seulement, moi, me suffisait. J'avoue, j'avais pas lu le livre, mais j'avais vu la couverture passer. J'avais trouvé ça tellement sensuel. Et je me suis dit, ah, ok, d'accord. Si les Béninois écrivent des livres comme ça, mais c'est bien. Je vois une partie ici, hein, comme pour appliquer son conseil. Elle l'embrassa, il lui rendit son baiser, explora ses lèvres et prolongea son parcours vers son cou, sa poitrine, ses tétons. Jessica ne put retenir quelques gémissements. Bon, du coup, j'arrête parce que C'est mieux. parce que ça donne assez chaud. Ça donne assez chaud parce qu'elle dit Lionel avait un toucher si impactant, si pénétrant, si unique. Oh Seigneur. Donc, bon, on va s'en arrêter là de toute façon. Pour que la vidéo ne soit pas censurée. Voilà. Donc, il faut que tu nous parles un peu de comment est-ce que tu t'es retrouvé à écrire des livres. Et puis, je pense que ce livre est d'inspiration un peu érotique. Donc, comment est-ce que tu t'es retrouvé à les écrire? Est-ce que tu parles aussi de tes... Peut-être que cette expérience de Jessica et de Lionel, c'est une expérience vécue et tout. J'arrive pas de recevoir cette question, on me demande toujours si c'est une expérience vécue et tout, ou bien si les scènes même qui sont dedans, si je les ai ouais, si tu les as vécues. Franchement, c'est des questions qu'il est difficile de répondre. Par exemple, dans le cadre de école professionnelle. Non, mais ce secret peut être légèrement dévoilé pour qu'on en sache plus. Alors, je sais pas vraiment, je peux pas dire que l'inspiration est venue de quelque part. Juste que quand je veux faire un truc, j'essaie de le faire très bien et tout. Donc, je suis quelqu'un de passionné par l'amour. J'aime voir les couples, les couples heureux et tout. Donc, je voulais juste à la base écrire une histoire d'amour et tout. Mais bon, pas rester en surface de l'histoire, quand même aller un peu plus en profondeur. Puis ce livre, c'est une trilogie. Il y a le premier tome, il y a le second tome qui est sorti et le troisième qui n'est pas encore sorti. Je l'avais prévu pour l'année dernière, mais après, il y a eu des contretemps et tout. Et ça va sortir probablement en fin d'année 2024. Si tout va bien. Donc, je voulais quand même aller un peu plus en profondeur de l'histoire, explorer toutes les choses. Donc, c'est l'histoire de deux avocats, de deux personnes qui se sont aimées et que la vie a séparé pour que l'autre aille faire ses études et qui se sont retrouvés ensuite. Quand le gars est revenu, la fille était déjà en couple avec une autre personne. Et comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est la question. C'est dans ça que les baisers étaient impactants. Donc, il a fallu qu'il impacte.
Mais est-ce que les 3 tomes, c'est par rapport au même couple ou bien c'est des Oui, c'est par différents? rapport au même couple. Ok, donc ça suit Oui, leur parcours. leur parcours durant les trois tomes là et tout. Et le livre a été bien accueilli. Le livre a été bien accueilli. Et tout. Donc, je travaille sur le tome 3 qui va sortir bientôt. Mais est-ce que ce livre parle de ton alter ego, peut-être, on va dire? Par exemple, la fille, au début, j'avais parlé d'un blog dedans. Donc, quand les gens lisent, ils ont cru que peut-être c'était une histoire inspirée de moi-même. Quand on écrit une histoire, on cherche des points un peu partout, soit de son expérience, soit de son imagination et tout. Donc, chaque livre a une partie de moi, je dirais. Donc, il y a forcément des parties de moi, peut-être de ce que j'ai vécu ou de ce que j'aurais aimé vivre. Ça, je sais pas, je peux pas dire exactement si c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'aurais aimé vivre. Dans tous les cas, il y a une partie de moi dedans et tout. Donc, en dehors de leur histoire d'amour, c'est deux avocats. Et je suis passionnée par le domaine juridique aussi. Le premier livre que j'avais sorti, À moitié coupable, ça parlait d'une histoire de viol d'une mineure qui a fini aussi au tribunal. Donc, c'est deux avocats. Donc, il y a aussi l'univers juridique qui est dedans et tout. Parce que j'ai essayé quand même d'écrire un livre qui apporte un plus, qui apporte quand même des connaissances, c'est pas seulement l'amour ou le sexe et tout. Il y a d'autres aspects de la société, de la vie d'une personne que les gens pourront apprendre et tirer du livre. Mais je pense qu'écrire un livre, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup Oui. de temps aussi. Et aussi l'inspiration. Comment ça se fait? Comment on trouve l'inspiration? Ah, moi, je suis un peu paresseuse. Hein. Les gens, quand je pense, c'est parce que je suis paresseuse. Mais je suis vraiment paresseuse. Et un livre, oui, ça demande de l'imagination, des recherches, parce qu'il y a des domaines que tu ne maîtrises pas forcément. Je ne suis pas avocate. Le peu de droit que je connais, c'est ce que j'ai fait à l'ENAM et tout. Donc, forcément, quand tu veux écrire certaines parties, tu vas lire des articles, lire des codes, regarder un tel film, des films qui parlent de droit et tout. Donc, c'est un peu de tout ça que tu agences pour faire en sorte que le livre soit crédible, pour que les parties qui parlent de droit, les parties qui parlent de trucs que tu ne maîtrises pas soient crédibles. Maintenant, quant à l'histoire de ces consorts et tout, effectivement, il faut un peu d'imagination et il ne faut pas non plus dire des choses qui n'existent pas. Et il faut véhiculer aussi des bonnes pratiques. Ça, c'est moi, ça, des bonnes pratiques en matière de sexe, de relations et tout. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les relations et je n'ai pas la prétention de savoir toutes les choses. Donc, j'essaie quand même de véhiculer une image assez réaliste, tout en visant ce qui est positif. Et quand on parle de bonnes pratiques en termes de sexualité, tu entends quoi par là? C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Je ne peux pas prétendre dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Parce que le sexe, c'est deux personnes qui se connaissent et qui se connaissent, qui ont envie de se donner du plaisir selon ce que chacun veut, ce que chacun ne veut pas. Et je reconnais que le sexe, c'est entre un homme et une femme. Ça c'est moi. Donc, tout le reste, je pense que c'est du domaine du couple, en fait. Et je n'ai pas la prétention de savoir ce qui convient à quelqu'un ou ce qui ne convient pas. Jusque moi, quand j'écris un livre sur le sexe, j'essaie de transmettre mon imagination, ma vision des choses et tout. Mais sachant que ce n'est pas forcément la norme. Et selon Damien, c'est quoi les bonnes pratiques? Non, comme je l'ai dit. Parce que tu dis, tu veux véhiculer les bonnes pratiques, d'accord. Le sexe, c'est suivant chaque personne. Maintenant, selon Damien, les bonnes pratiques sexuelles, je n'ai pas de background dans la sexualité. Donc, tu es vierge. Non, je ne suis pas vierge. Voilà, mais ça veut dire que tu as une certaine, non seulement, même au-delà de la, par exemple, tu peux me mettre vierge, mais tu peux avoir déjà une culture de la sexualité. Oui. Parce qu'on nous donne déjà des cours de sexualité à l'école. Oui. Et on a, de toute façon, le monde est ouvert, hein. Oui, mais il y a Internet, il y a tout ça. Il y a la pornographie à laquelle on est plus ou moins, comment on appelle, confronté, qu'on le veuille ou pas. Donc, selon toi, les bonnes pratiques sexuelles, c'est quoi? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de pratique standard. C'est dans la limite de chacun. Oui. Et on peut connaître la sexualité, mais sans connaître le plaisir sexuel, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que tu maîtrises le vagin, excusez-moi, j'espère que YouTube ne va pas censurer ta vidéo à cause de la façon que l'on prononce. Donc,
Tu peux connaître le sexe féminin, connaître le plaisir qui est lié ou comment faire pour que la femme ait du plaisir. Donc, il y a le plaisir sexuel, il y a la connaissance du sexe. Moi, j'essaie de décrire ce que je peux et ce qui peut faire en sorte que la femme comme l'homme ressentent certains plaisirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu lis, en lisant, la personne ressent du plaisir. Il y a le plaisir psychologique. Et moi, personnellement, je pense que le plaisir est d'abord psychologique avant d'être physique. Et le sexe, il ne suffit pas seulement que deux personnes se rencontrent, s'embrassent et tout. Il y a la préparation. Par exemple, les messages que vous envoyez, le fait que la fille sont en boîte et puis il prend son calcif dans sa poche et la fille est une personne ne sait à pas lui. Toutes ces choses qui... Bon, je commence à avoir un peu chaud. Toutes ces choses qui décuplent le plaisir psychologique et qui rend l'attente assez bien et tout pour qu'au moment où on se retrouve, ce soit que l'apothéose. Mais le sexe a bien commencé bien avant. Donc, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout, mais tu t'es lancé dans un livre. Tu aurais pu écrire un roman simple, un genre, un roman d'amour standard, mais tu t'es lancé dans un roman d'amour à caractère un peu érotique. Ouais, je me suis Donc, dit, pourquoi par exemple j'aime pas forcément faire les choses à moitié, donc je voulais quand même aller un peu plus loin et tout. Et si j'aime mis 16 plus, même si en théorie en pratique c'est vraiment 18 plus, mais bon, je voulais pas rester en surface. Ça me permet d'explorer d'autres choses parce que j'estime que c'est un roman pour adultes. Et aujourd'hui, les gens doivent savoir effectivement que le sexe, c'est pas seulement quand on se retrouve. Ça commence bien avant. Ça commence dans les actes quotidiens, dans les petits gestes du quotidien. Donc, c'est un peu plus aussi pour donner quelques idées aux gens. Je pense que, surtout dans notre pays, on a besoin d'être éduqué sur la sexualité. Vraiment parce que tu as dit qu'il y a la sexualité et puis il y a le plaisir sexuel. Donc, est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin d'être éduqué sur ce plan? Parce que peut-être que de ce qu'on voit, pas forcément de ce qu'on a vécu, mais de l'idée générale en discutant avec les gens, on se rend compte que en termes de sexualité, la plupart des gens pensent qu'on se voit, on s'embrasse, on couche ensemble. Ils ne savent pas qu'il y a peut-être des préliminaires à faire dans la journée ou dans les jours qui précèdent et tout ça. Oui, je pense vraiment que les personnes aujourd'hui ont besoin d'être pas éduquées, parce que éduquer c'est un mot assez fort. Je pense quand même ils ont besoin d'idées quand même, d'idées aux idées qu'ils ont déjà et tout. Et je pense que cette façon de faire l'amour sur le coup là, ça arrange beaucoup plus les hommes. Parce que les hommes trouvent du plaisir lorsqu'ils... C'est ça, il faut le préciser. Je pense que cette façon de faire l'amour de façon automatique, ça arrange beaucoup plus les hommes. Parce que quand les hommes ils sont à l'intérieur et tout, quand ils ressentent le plaisir. Or, c'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Les femmes ne ressentent pas forcément le plaisir là. Il y a beaucoup de femmes qui ressentent le plaisir. Est-ce que la plupart des femmes ne font pas semblant? Je me dis, parce que cette façon arrange les hommes. Et il y a certains hommes, puisque ça les arrange, ils ne font pas d'efforts et tout. Donc, c'est vraiment les hommes qui sont joueurs. Moi, personnellement, je préfère quand les hommes sont joueurs et tout. C'est une préférence personnelle. Donc, quand les hommes sont joueurs, ça arrange beaucoup plus la femme. Mais ça demande de l'effort à l'homme. Par exemple, quand tu déshabilles ta femme, c'est pas, vous sortez en boîte et tu prends son caleçon et tu fais des choses, ou bien tu fais des gestes, ou bien tu lui murmures des choses à l'oreille et tout. Ça demande des efforts à l'homme. Mais franchement, c'est des choses que des femmes arrivent difficilement à oublier, même si elles sont, parce que je connais pas, je sais pas pour les autres femmes, mais moi je suis un peu plus cérébrale comme on dit. Oui. Donc, j'estime quand même que les mots que tu murmures à l'oreille, les gestes que tu fais, ceci que tu fais, et des choses que tu fais sans que ça ne soit vraiment de la pénétration, ça a vraiment un impact sur la qualité de la vie sexuelle ou de l'expérience sexuelle. Et les gens ont besoin d'un peu plus d'idées par rapport à ça, pas d'éducation, les gens ont besoin d'un peu plus d'idées. Donc, en écrivant ce genre de livre, c'est un peu aussi ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice, en disant que les relations sexuelles, c'est pas forcément la pénétration et tout. Et encore une fois, ça arrange les hommes. Et ils ne veulent pas faire d'efforts, puisque ça les arrange, ils ne veulent pas faire d'efforts. Donc, je passe par ce canal. Vous demandez aux hommes de faire un peu plus d'efforts. Les hommes, faites un peu d'efforts. Les femmes sont cérébrales, faites de l'effort. Bon, mais je ne sais pas si toutes les femmes sont cérébrales. Je ne sais pas si toutes les femmes sont cérébrales, mais je pense que
La plupart, quand même. Oui, certaines femmes sont cérébrales et que les hommes ont tout intérêt à faire un peu plus d'efforts en dehors de l'acte de pénétration pour quand même garder leur impact et tout. Parce que, par exemple, l'histoire du livre que je raconte, c'est, comme je le disais, la fille est déjà en couple avec quelqu'un avant que son ex ne revienne. Et quand c'est comme ça, pour que l'ex le récupère, c'est qu'il doit faire un peu plus d'efforts. Et quand je parle d'efforts, c'est un mélange de tout, y compris l'impact sexuel. Et quand je parle de l'impact sexuel, c'est pas forcément de la pénétration. Avant même qu'ils ne couchent ensemble, il y a eu des tas de choses, des steps, des étapes qui ont peut-être fait tomber les barrières. Voilà, qui ont peut-être fait tomber ces barrières et tout. Donc, le sexe, c'est pas seulement l'acte de pénétration et tout. Donc, voilà. Le sexe, c'est pas en fait les deux corps les uns sur les autres. Oui. C'est d'abord avant ça. Oui. Et ça, c'est la connexion en fait. Oui. Mais je pense que beaucoup n'ont pas encore compris ça parce que est-ce que c'est pas parce que les hommes et les femmes sont différents? Parce que j'ai l'impression que les hommes sont plus physiques. Ils sont plus dans le physique. Or, les femmes sont plus dans le mental. Oui, ou dans le voilà. C'est-à-dire qu'une femme, elle se connaît plus facilement ou elle ressent plus facilement de plaisir quand elle t'aime ou elle tient à toi ou elle ressent quelque chose pour toi. Voilà. Alors que pour l'homme, c'est physiologique en fait. Lui, il suffit juste qu'il voit un corps nu et puis il est prêt pour la guerre. Donc, comment est-ce que ça peut se jouer, ça peut se travailler? Est-ce que c'est pas parce que les deux n'apprennent pas forcément à se connaître? Bon, peut-être ça. Peut-être ça. Il faut apprendre à se connaître et comme je le disais tantôt, c'est deux personnes qui se connaissent et qui ont quand même envie de se faire plaisir. Il faut être attentionné de savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. La plupart des hommes ne sont pas vraiment exigeants en matière de sexe et tout, tant qu'ils ont Parce que c'est ouvert en fait. Tant que c'est ouvert. non, c'est pas forcément tant que c'est ouvert, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les hommes et pour leur volonté. J'en ai pas essayé beaucoup, donc c'est pas comme si, et si les gens regardent, ils ne pensent pas que j'en ai essayé beaucoup que je parle et tout, mais je pense que ça c'est juste une perception de la chose. Je pense que les hommes, ils n'en demandent pas beaucoup tant que le corps de la femme est assez propre, bien conforme à leur standard, parce qu'il y a différentes choses qu'ils aiment et tout. Tant qu'ils ont ça et qu'ils ont une bonne affinité avec la femme, c'est plus facile pour eux d'avoir ce qu'ils veulent. Et que si au lit, la femme donne comme ils aiment et tout, c'est plus facile pour l'homme de cette façon. Or, la femme, c'est pas forcément ça. Elle peut avoir un mec qui lui plaît, ce qui est déjà un bon début. Mais la façon dont l'homme la touche, la façon dont il l'embrasse, la façon dont il lui parle, ce qu'il dit et tout, il y a tellement de paramètres que la femme tient compte. Ça, c'est moi. Peut-être que ça peut être différent pour les autres femmes, mais ça, c'est moi. Donc, il y a tellement de particularités au quotidien qui peuvent soit renforcer, soit créer de la distance. Entre l'homme et la femme. Donc, je pense que les couples doivent apprendre à se connaître, essayer de faire un peu plus d'efforts parce que les couples, c'est censé durer. Moi, je crois en des couples qui durent toute une vie et tout. Donc, comme c'est comme ça et que c'est censé durer, il faut qu'on essaie d'évoluer, de grandir, de ne pas avoir peur d'explorer, c'est pas d'autres choses, de voir, de faire plaisir et tout. Voilà. Mais est-ce que, ce que je voulais demander, est-ce que c'est pas aussi le fait que, par exemple, quand on regarde, par exemple, les Américaines, elles sont désinhibées. Mais les Africaines, encore les Béninoises, elles ont du mal, même en termes de sexualité, à dire aux hommes, j'aime quand on me touche ici, j'aime ceci, en fait. Mais c'est plus comme que Dieu me pardonne le thème, des sacs de patates. Parce qu'on se plaint des hommes, mais il faut aussi qu'on reconnaisse que les femmes ont du mal à vivre pleinement leur sexualité. Et un homme ne peut pas faire de la magie s'il ne sait pas. Mais la plupart des femmes pensent que, elles sont là et puis le monsieur, il a la science de Jésus en lui et puis il sait déjà ce qui te fait déclencher. Est-ce que c'est pas aussi la difficulté que les hommes Oui, malheureusement, c'est ça. Moi-même, je parle ici, je ne sais même pas si je vais dire à mon homme si je veux ceci ou cela. Je me dis que c'est à lui. Oh, au pire, il n'a qu'à l'aimer, il peut avoir. Il peut avoir une idée, quoi. Il peut avoir une idée de ça et tout.
et lui disent que je... Pourtant, c'est la clé, hein. Pourtant, c'est la Oui. clé. Il faut vraiment communiquer, dire ce que j'aime. Après, quand on le dit et que la personne anticipe, le feeling est différent, la sensation est différente. Si tu ne le dis pas, la personne le fait. Après, la personne n'est pas censée savoir non plus. Donc, il faut parler, dire ce qu'on aime et tout. Et si la personne t'aime, c'est là la différence entre la relation sexuelle simple et l'amour. Parce que quand la personne t'aime, il a tendance à faire un peu plus d'efforts, Enfin, à explorer ton corps. Parce que c'est pas tous les hommes qui prennent le temps d'explorer le corps de la femme. Oh, le corps de la femme est fait pour être exploré. C'est vraiment fait pour oui. être. Je La pense que plupart c'est du fait. temps, c'est les seins, Voilà. ils attrapent, ils t'embrassent, ils attrapent Ouais, les alors seins que et le puis... corps, c'est fait pour être exploré. Donc, il faut quand même une dose d'amour pour permettre et je suis chrétienne, donc je dis, le sexe, c'est après le mariage. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux. Elle insiste sur ça, le Oui, sexe, c'est oui, après le oui, mariage. oui, oui. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je pense que le sexe, c'est après le mariage. Donc là, on a tout le temps d'explorer le corps, de se comprendre et tout. Et je pense que, comme tu l'as dit, les femmes doivent apprendre à mieux parler à leur conjoint et tout. Et moi, bah, ce que je peux faire, c'est suggérer des idées à travers mes livres, Mhm. comme je l'ai dit. En lisant, tu peux avoir quelques idées et tout. À chaque fois, avoir des idées et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Du reste, que chacun essaie de parler à son conjoint et qu'ils essaient de se comprendre. Parce que de Mais, toute façon, quand ça ne va pas, tu peux pas aller coucher ailleurs. Donc, c'est clair. autant arranger là et essayer de... Si la personne t'aime, je pense qu'il trouvera une solution pour que tout se passe bien. Et puis, je pense que le plus gros mensonge des femmes, c'est après les rapports sexuels où quand tu demandes, tu as aimé et puis elle dit oui. Mais en réalité, elle n'avait pas Elle aimé, n'avait pas aimé, elle n'a rien ressenti elle et n'a rien tout. Et ressenti. elle ne veut pas décevoir Mais son mec. pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ah, mais c'est la culture populaire. C'est Je- la culture populaire et puis ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Quand c'est une personne que tu ne dois pas décevoir, ou quand c'est une personne peut-être qui distribue à tes besoins financièrement, tu n'as pas envie de Ah lui ouais, dire c'est qu'il vrai. était nul au lit. Donc, c'est pas grave. Et Et il y a des femmes qui ne sont pas satisfaites, mais après, peut-être qu'elles vont aller se masturber pour essayer de combler le de vide. combler le vide et tout. De combler le vide. Il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses et de raisons. Et de raisons. Donc, je ne sais pas vraiment. En même temps, moi, mais je ne sais pas si je pourrais dire tu as été nul. Ou si c'était pas Bon, bien. bon, imagine, en fait, Je est-ce pense que que c'est pas dans c'est un peu chez tout le le but, monde. c'est de ne pas blesser la personne? Parce que je pense que souvent, la première expérience, genre, la première fois que tu fais l'amour avec une autre, Mm. genre, bon, vous vous connaissez peut-être la première fois, la plupart du temps, c'est pas forcément l'explosion des sens non plus. Mhm. Donc, du coup, est-ce que les hommes aussi, tu penses que peut-être ils simulent aussi, ou alors, bon, les hommes, eux, quand même, la plupart du temps, ils prennent leur pied. Oui, les hommes peuvent simuler peut-être si la femme, peut-être l'hygiène n'est pas là, et puis ils vont simuler, essayer de... Mais à chaque fois qu'un homme éjacule, il a toujours du plaisir, parce que c'est physiquement fait comme cela. Ok. Je pense. Après, les hommes peuvent dire que c'est pas forcément Que vrai. c'est pas vrai. Parce Moi, que j'ai des hommes qui ont dit, les- j'ai des amis hommes qui m'ont dit que le fait d'éjaculer n'est pas forcément signe de jouissance oh, chez mais eux. il y a, on peut pas, sauf si il y a l'éjaculation spontanée, Mhm. mais généralement l'éjaculation, le processus physique qui précède l'éjaculation, il y a quand même quelque chose là qui déclenche Ouais, c'est du l'hormone, plaisir. non? C'est Voilà, ça. il y a le plaisir quand même qui est là. Donc même si durant l'acte, et le vagin n'était pas assez serré comme il voulait, ou bien la femme n'avait pas une bonne odeur, il y a quand même un petit truc. En fait, les hommes ne partent jamais comme ils sont venus C'est dans clair. un acte. Par contre, un homme, une femme peut partir, Comme elle est peut sortir venue. comme elle est venue. Ouais. Non, 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 c'est ça que je dis. Les hommes, il n'y a pas beaucoup de choses. Tant que tu as la constitution physique qu'il faut, tu dégages une bonne odeur, tu essaies de le satisfaire. Genre, il aime te prendre comme ceci et tout, c'est tout. À tous les coups, il y a 70-80% de chances de sortir quand même un peu satisfait. Mhm. Par contre, une femme, Hmm. Il faut danser. il faut... Il faut danser, faire tout ce qu'il faut pour Voilà, ça. voilà. Hein. Après, Mais il y a des hommes qui s'en sortent bien aussi. oui, Comme je qui disais, sont à l'écoute oui, avec de et qui se l'amour, forment et tout ça. avec de l'amour et tout. Parce qu'il faut vraiment, je pense que le secret pour une sexualité épanouie dans un couple, c'est qu'il faut être à l'écoute de l'autre, il faut écouter l'autre Oui, et oui. il faut parler pratique sexuelle. En fait, je pense que
l'une des choses que les gens ne font pas, c'est discuter entre eux de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, même avant de passer au sexe, en fait. Oui, 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 oui. Les gens ne parlent pas. Et je ne sais pas pourquoi. Tu peux ne pas parler de ça avec tout le monde et tout, mais la personne avec qui tu Avec qui vas, tu veux te marier, oui, c'est avec la qui tu vas, moindre des oui, choses. c'est la moindre des choses parce que ça fait partie ça fait partie intégrante du mariage, hein. La personne avec qui tu vas habiter tout le temps, avec qui tu vas coucher plusieurs fois par semaine et tout, durant toute ta vie, il faut en parler. J'estime qu'il faut en parler, absolument. D'accord. Et tu es mariée. C'est aussi important que les finances et tout le reste. Mais c'est vrai, mais la difficulté aussi, c'est que les femmes ne communiquent pas sur ce dossier parce qu'on va se dire, oui, il va penser que j'ai connu beaucoup d'hommes, il va penser que je suis, bon, en tout cas, une fille une fille légère, une fille de mauvaise vie. Est-ce que c'est pas nos mentalités aussi qui sont Si tu es un bloquantes? homme qui pense ça de toi, pourquoi tu veux te marier avec cette personne? Pourquoi cet homme peut se marier avec toi? Moi, je suis quelqu'un de très direct, de très honnête sur les situations. Si tu penses, si tu as une mauvaise image de moi, c'est pas la peine de se Ouais, marier avec moi. C'est pas obligatoire. Parce que ce n'est pas valorisant pour toi aussi ouais. de te mettre avec une femme que tu estimes qu'elle a ceci ou cela. Ou bien tu te maries parce qu'on t'y a obligé. Non. Non. Donc, quand je me marie avec quelqu'un, si je peux savoir quelle est ceci, je peux savoir, si je prends par exemple un homme, il peut savoir que la femme a eu plusieurs expériences et pourtant décidé de se marier avec elle. Mais il part en connaissance de cause et il part en sachant que cette femme-là, peut-être a évolué par rapport à ce qu'elle était aujourd'hui, ce qu'elle était. Et en fonction de cela, il va l'épouser. Donc, c'est ça en fait. Mais il ne le pousse pas en ayant une mauvaise idée ou bien une mauvaise opinion d'elle. Donc, à partir de ce moment, je pense que la femme peut s'ouvrir et dire ce qu'elle pense, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas par rapport à ses expériences passées ou pas. C'est pareil pour l'homme aussi. Quand je veux me mettre avec un homme, il peut me dire ce qu'il aime et tout. Et si je peux, je lui dis. Si je ne peux pas, ce qu'on peut arranger, on essaie de voir ce qu'on peut arranger et tout. Je pense Parce que qu'un c'est mariage, mieux, c'est un ça peu, évite les frustrations voilà, après un dans le mariage, c'est un couple. peu de tout, hein. Il n'y a pas que le sexe, mais le sexe, ça compte. Donc, il Ouais. faut voir. La vie, c'est une question Le stress, d'équilibre. ça Ce que tu compte pour peux, ce que beaucoup, tu ne oui. peux pas et tout. Voilà. Désolée, mais le stress, ça compte pour beaucoup parce que Oui, si tu es frustré, bah, tu passes ta frustration sur les enfants, tu passes ta oui, frustration sur le mari, oui, sur les collègues, sur tout le oui. monde. Voilà. Donc, on essaie d'en parler pour Ouais. se comprendre. Après, deux personnes qui s'aiment, je suis sûre Ils vont trouver le moyen. oui, il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution. Tant que l'attrait physique est là, l'attrait spirituel est là. Le reste, ce n'est qu'une question de volonté. Ouais, Et comme je le dis, on a toute la vie pour s'explorer. exactement. Et tu es mariée, Ah non, je ne suis pas mariée. tu es Pas mariée. célibataire. Tant qu'on n'est pas marié, on est célibataire, ils ont dit oui. Ça, c'est la phase des femmes. Tant qu'on n'est pas Tant qu'on n'est marié, pas marié, on est on est célibataire. célibataire. Donc, voilà, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. D'accord. Donc, comment on fait pour gagner le cœur de Daniel? Hey, Seigneur. Seigneur. Moi-même, Pas de 10 000 dollars. moi-même, ce que je sais. Comment on fait? Moi-même, ce que je sais. D'abord, il faut savoir que Damienne, elle se détache vite. Donc, comment on va pour faire qu'elle ne se détache pas? C'est la question qu'on va lui poser maintenant. Déjà, il faut supporter le Real de Madrid. Parce que je ne sais pas les mecs qui ne supportent pas le Real de Madrid. Ah, la Madrid. Je pense que toi et moi, sommes les besties. Donc, si tu es fan de Barcelone déjà, il faut savoir que tu ne peux pas gagner son cœur. Tu es éliminé. Si tu te moques trop de Ronaldo, il faut savoir que tu es éliminé. Si tu es fan de Messi, tu es éliminé. Après ça. Oh, mais les hommes, je sais vraiment pas. Je n'ai pas. Bon, est-ce que j'ai une liste de critères et tout? Je sais pas. Je suis quelqu'un d'un peu plus sophistiqué dans le choix. Et c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Et quand tu dis ça, les gens disent que tu vas finir célibataire, tu vas finir tout. Mais le problème, c'est que moi, ça ne me gêne pas du tout de finir célibataire. Toute ma vie, j'ai appris à vivre seule et ça ne me gênerait pas et tout je peux décider d'avoir des enfants sans pour autant avoir un mari. Ouais. Ce que je veux, c'est avoir un mari et élever mes enfants dans un foyer, bien sûr. Parce que je ne voudrais pas que mes enfants aillent vivre un peu partout comme je l'ai vécu et tout. C'est un peu peut-être pour ça que je n'ai pas encore d'enfants. Parce que une femme a la possibilité d'avoir des enfants même si elle n'est pas mariée et tout. C'est pas ce que je veux, évidemment, c'est pas ce que je veux. Mais si à un certain moment, je n'ai pas d'autre choix, je me dirais peut-être que voilà, c'est la vie et tout. Donc, je fais très attention aux hommes qui veulent entrer dans ma vie et tout. Et le critère principal, peut-être, c'est sans doute la foi chrétienne, parce que comme je le disais, je suis une femme beaucoup attachée à Dieu et j'aimerais quand même que mon homme soit attaché, pas forcément pour lui, mais à cause de mes enfants. Je ne voudrais pas que les enfants soient élevés dans une foi autre que chrétienne et je ne voudrais pas qu'ils soient éparpillés et tout, spirituellement éparpillés. Donc, c'est un peu ça. Après le reste,
J'aime les personnes faciles à vivre parce que moi, je ne suis pas facile à vivre. Donc, il faut un peu les deux extrémités Exactement. je m'énerve très vite, je me mets un peu vite en colère. J'essaie de travailler dessus, je travaille beaucoup dessus et tout. Donc, si la personne est facile à vivre et qu'on s'entend, je pense que ça devrait aller. D'accord. Ça Donc, devrait aller. Je ne sais pas vraiment les critères que je vais énoncer, mais quand je vois une personne avec qui je peux sortir, je le sais. oui, je pense que c'est important d'avoir des critères dans la vie et de ne pas d'avoir des standards. Des standards, Parce ah que si oui. on va en dessous de ces standards, c'est pas la peine de se marier pour se Ouais, ouais, marier. ouais, Je ouais, pense que c'est ouais. très important de se marier vraiment avec quelqu'un avec qui on a une certaine connexion et qui Oui, comprend nos ouais. besoins. C'est vraiment important, Oui. les standards. Et les standards là, ouh, Ah, c'est très important. c'est très important. Et moi, je t'encourage beaucoup à cela et j'espère pour toi que tu vas trouver quelqu'un parce que c'est toujours bien d'avoir un mari, un conjoint avant de faire des enfants parce que Oui, c'est quand ce que les j'aimerais enfants aussi. grandissent C'est ce que dans j'aimerais un aussi. foyer, Vraiment, franchement, la différence je jure, est là. c'est trop bien, quoi. Ce que je veux, Ouais, c'est élever mes enfants dans un foyer. C'est vraiment un top priorité pour moi. C'est pour ça oui, que j'ai pas encore d'enfants et je fais très attention aux hommes et tout, et tout. Et effectivement, tu as j'espère vraiment, raison. je prie pour ça, que Dieu me fasse grâce parce que c'est une grâce de Dieu. Au fond, tu as tes critères, tu as ce que tu veux. Au fond, mais c'est Dieu qui te fait rencontrer Oui, la bonne personne. Et j'espère vraiment que je vais rencontrer la bonne personne avec qui j'aurai une famille, une véritable famille et tout. ah oui, je te le souhaite aussi. Merci Parce que beaucoup. je pense que tu le mérites et qu'il faudrait ça. Merci, Et merci. récemment, tu as créé une marque de cosmétiques, je pense. Oui. Raconte-nous un peu ce qui t'a amené à ça. Hey, cosmétique, patrimoine bio. Alors, patrimoine bio, je l'ai lancé en avril dernier. Mhm. Je voulais créer une marque qui s'adresse aux peaux sensibles parce que Mhm. moi-même, j'ai une peau sensible. Et aujourd'hui, je vois des marques cosmétiques naturelles, mais les cosmétiques naturels, c'est un peu différent des cosmétiques pour peau sensible Ok. parce que tu peux avoir un produit naturel, mais qui ne soit pas adapté aux peaux sensibles parce qu'il y a Mhm. les ingrédients, il y a les dosages qu'ils ont utilisés, il y a les alternatives, il y a beaucoup de choses en fait qui Mhm. entrent en ligne de compte. Donc, cette marque-là s'adresse principalement aux peaux sensibles. Parce que moi-même, ayant la peau sensible, j'ai déjà essayé plusieurs produits Produit. du marché et tout pour différents problèmes de la peau, les inflammations de peau, les pores dilatés, des Mhm. problèmes de visage et tout. Et c'était pas vraiment ça. Soit les produits sont asséchants, parfois c'est Mhm. irritant. Moi je dis, tu n'as pas besoin d'avoir des produits qui t'irritent la peau avant de Ouais. fonctionner. Donc chez Patrimoine Bio, on essaie quand même de trouver la juste mesure des choses Mhm. pour que les produits soient efficaces tout en étant doux pour ceux qui ont les peaux sensibles. Ok. Et c'est des produits pour le visage, pour le Oui, pour le moment. corps, Bon, les alors on fait cette cheveux. vidéo. Alors on fait cette vidéo, on a seulement des produits visage. Il y a 5 produits et le kit assurance pour le visage. Mhm. Il y a le gel nettoyant, le gommage enzymatique, la crème hydratante, le sérum à base de niacinamide et de vitamine C Mhm. et l'huile démaquillante. Ok. Donc, ces produits sont pour le visage, mais il y a des produits de corps qui doivent sortir bientôt et peut-être qu'on va attaquer d'autres zones aussi du corps, par exemple les cheveux Mhm. ou autre chose. Mais c'est vraiment une marque de cosmétiques qui s'adresse aux personnes de peau sensible, aussi bien les hommes que les femmes. Les Mhm. cosmétiques, c'est pas seulement C'est pas seulement pour les pour femmes. les femmes, il y en a pour les hommes Et aussi. c'est, excuse-moi, la fourchette de prix, c'est combien comme ça? Les produits sont adaptés à toutes les bourses. Le produit le plus bas prix, je pense que c'est l'huile démaquillante qui est à 3000 francs Ok. CFA. Le gommage, c'est à 3200. On essaie quand même de faire des produits au prix, au tarif accessible, vraiment, vraiment accessible. Pour que tout le monde puisse Oui, pour pouvoir que tout le monde puisse obtenir cela. l'avoir. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, et bon, moi-même je suis dedans, on banalise le démaquillage. On pense que c'est parce que peut-être qu'on est sorti, on n'est pas maquillé, qu'en rentrant, en fait, on ne doit pas se démaquiller, sachant que notre peau a subi des agressions sur tout le trajet et tout. Mais est-ce que on se dit que tous ces soins ou bien toutes ces routines, c'est pour des gens qui ont des problèmes sur les peaux et tout ça. Non, la routine de peau, c'est pas seulement pour ceux qui ont des problèmes, et à ceux qui veulent entretenir le visage. Et aujourd'hui, l'un des meilleurs conseils en matière de cosmétique, c'est qu'il faut absolument se démaquiller le visage le soir quand tu rentres. Mhm. Et le démaquillage, c'est à 2 étapes normalement. Il y a quelque chose pour enlever le maquillage déjà. Mhm. Et il y a le gel ou mieux savon Pour pour laver nettoyer après. avec un truc savonné et tout. Et comme nous, on parle déjà sur des produits pour peau sensible,
On a proposé l'huile démaquillante pour enlever le maquillage, pour fondre le maquillage. Et ensuite, il y a le gel nettoyant qui n'est pas vraiment moussant. C'est moussant, hein, mais pas trop trop parce qu'il n'y a pas de sulfate dedans et tout. On voulait un truc assez doux et léger pour la peau sensible qui permet quand même de nettoyer le visage et le visage est propre. Donc, il faut forcément faire des soins. Même si tu n'as pas de problème, il faut quand même préserver ce que tu as. Et plus on prend de l'âge, plus la peau a des besoins. Besoin d'hydratation, de collagène, parce qu'il faut que la peau reste assez souple, assez douce, assez jeune et tout. Bon, on va pas empêcher la vieillesse. La vieillesse, c'est une grâce de vieillir. On veut quand même prendre soin de soi et être bien dans sa peau tout le temps. C'est vrai. En tout cas, je te remercie pour la qualité des échanges qu'on a eus. Je note que tu as plusieurs casquettes. Quand j'ai lu ta biographie, j'étais vraiment épatée. Donc, je note que tu as plusieurs casquettes. Je note aussi que tu es célibataire. Donc, Damienne a que apprendre. Tantôt, je ne suis pas mariée. Bon, en tout cas, elle dit qu'elle n'est pas mariée. Ça veut dire que son cœur là est toujours à prendre. Donc, je prends les candidatures. Tous ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire. Et voilà. Vous avez intérêt à ne pas supporter Barcelone. Sinon, vous êtes éliminés. Les supporters de Messi, même là, ce n'est même pas la peine de postuler. Donc voilà, Damien, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de passer. Merci à toi, merci à toi. De passer vraiment échanger tes expériences avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Non, je t'en prie. Merci vraiment. Merci.